je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est parti donc pourquoi pas. À la base, moi, quand je suis venu en Corée, je me disais je suis là pour 6 mois, je fais mon stage et après on va aller ailleurs. Et depuis lors, je suis ici. Bonjour à tous et bienvenue chez Yellow Voice. Aujourd'hui, nous sommes avec Malé Falsar, donc qui est notre invité depuis la Corée, donc la Corée du Sud, et qui va nous faire aujourd'hui une présentation de son parcours, où est-ce qu'il en est, quelques tips. Et je pense que Malé a beaucoup de choses à dire. Donc, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est une introduction de son parcours. Alors, Malé, je sais que tu as fait beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas te demander de tout expliquer, mais de façon brève. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Bonjour tout le monde, un plaisir d'être là avec Seydou, qui est mon ami, en plus d'accueillir ce podcast, de l'organiser. Mon nom est Malé Falsar, je suis sénégalais. Je suis né et j'ai grandi au Sénégal, où j'ai fait mes études jusqu'au bac. Donc après mon baccalauréat, je suis parti en France pour mes études. J'ai fait d'abord de la prépa lettres sciences humaines, Hippocagne, Cagne, pour ceux qui connaissent un peu, euh, où on se spécialise un peu dans quelques matières. Moi, j'avais choisi un peu l'histoire, la géographie, mais on fait beaucoup de sciences humaines de façon générale et des langues. Et après mes 3 années de prépa, parce que j'en ai fait une troisième, j'ai fait 2 années de prépa à Valenciennes, dans le nord de la France, puis une troisième à Paris. Je suis entré en master à Sciences Po, où j'ai fait un master de recherche en relations internationales, sciences politiques. Et en même temps, j'ai fait un autre master à la Sorbonne en administration internationale et droit international. Et à la fin de mon parcours en France et de mes masters, je suis allé en stage directement en Corée du Sud. J'ai fait quelques stages en même temps durant mes études, mais j'ai fait mon premier stage vraiment plein temps ici en Corée du Sud avec le Fonds vert pour le climat ou Green Climate Fund. Et après, j'ai poursuivi mon parcours consultant, staff au sein de cette organisation où je suis maintenant depuis un peu plus de 3 ans et demi, 3 ans, 7, 8 mois. Donc voilà. D'accord. C'est quand même assez intéressant. Moi, j'essaye de voir là. Alors, donc, tu pars d'une prépa, Sciences Po et en Corée. Alors, comment ça s'est dessiné? Est-ce que c'était quelque chose de prévu? Est-ce que ça s'est fait plutôt de façon, on va dire, naturelle? Comment ça s'est passé? Il y a eu beaucoup d'imprévus et d'improvisation, mais au final, la destination n'est pas si différente de celle que j'envisageais au début de mes études. Donc, quand moi j'ai eu le bac, je ne me disais pas forcément que j'allais faire une prépa déjà. J'avais eu des préinscriptions, j'allais faire droit international, puis au hasard euh, des faits, disons. J'ai fait un peu la prépa parce que c'était une des conditions pour les bourses d'excellence du Sénégal. Bon, je te passe toute l'histoire, mais j'ai choisi la prépa un peu aussi en raison pour ça, mais aussi parce que ça me laissait un peu plus de temps pour décider ce que je voulais faire. J'étais très curieux, j'avais beaucoup d'intérêt et ça me laissait un peu plus de temps de faire un parcours généraliste. Moi, j'ai bien aimé mes années de prépa. Je sais que c'est assez intense en général, mais le fait de pouvoir faire beaucoup de choses différentes qui n'ont pas forcément d'impact direct sur ce que tu vas décider de faire après la prépa, moi j'ai beaucoup aimé. Ça nourrissait un peu ma curiosité. Après Sciences Po, je voulais le faire déjà au lycée. J'avais passé des entretiens et tout ça. Je n'avais pas été sélectionné. Donc le fait de me retrouver à Sciences Po en master montre que finalement c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas le plan ne s'est pas déroulé exactement comme prévu à la sortie du lycée, mais je finis par aboutir quand même là-bas et à faire relations internationales que je voulais faire déjà. En ce qui s'agit de la Corée, si tu m'avais dit 6 mois avant que j'aille en Corée que j'irais en Corée, je te dit mais de quoi tu me parles? De la Corée, je connais pas, c'est pas forcément ce que je veux faire, j'y connais rien, je connaissais même pas cette organisation-là. Mais j'avais effectivement en ligne de mire et en tête une carrière dans les organisations internationales, en tout cas à ce niveau-là. Et le Fonds vert pour le climat, Green Climate Fund, est une organisation très intéressante, assez jeune, donc il est normal que je ne la connaissais pas forcément. Et quand j'ai vu l'offre au moment où je candidatais à des stages, à la fin de mon master, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est parti donc pourquoi pas. À la base, moi, quand je suis venu en Corée, je me disais je suis là pour 6 mois, je fais mon stage et après on va aller ailleurs. Et depuis lors, je suis ici. Donc, comme tu le vois, tout au long du parcours, il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément prévues. Mais si je me dis que je voulais faire mes études en relations internationales et que je voulais
aussi travailler dans les organisations internationales. Au final, c'est ce que j'ai fait. Moi, je résume, il y a effectivement une trajectoire qui avait été dessinée. Après, la route n'était pas forcément figée. Donc, c'est plus comme ça que tu t'es justement adapté pour ne pas rester bloqué sur une route, mais se dire, OK, peu importe la route, si ça me mène à la même destination, je suis flexible là-dessus. Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais au quotidien, en quoi consiste ton rôle? D'accord, je vais d'abord parler très vite du fonds et de moi ce que je fais. Le Fonds vert pour le climat, Green Climate Fund, c'est le bras armé de la COP, disons. C'est le bras financier de la COP. Donc, c'est une organisation qui fait de la finance verte ou finance climat. Alors la COP, pour ceux qui savent pas c'est quoi, la COP, on entend souvent COP 21, COP 22. On est à quel numéro là aujourd'hui, actuellement? Là, c'est la COP 28. C'est la conférence des parties. Conférence des parties, donc c'est les États qui sont représentés et qui font les négociations climatiques qui permettent de déterminer quels sont les objectifs des États sur les prochaines années, comment faire pour limiter le réchauffement du climat, le réchauffement climatique à 2 degrés, 1,5. Tout ça est basé effectivement, bien sûr, sur des études scientifiques pour voir comment on va essayer d'atteindre ces objectifs-là. Effectivement, pour atteindre ces objectifs, il y a un enjeu financier très, très important. Les pays qui sont les pays en développement, dont nos pays africains, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique latine, sont les pays qui contribuent le moins au réchauffement climatique, mais pourtant, nous sommes les pays qui en souffront le plus. Donc, tout l'objectif de la finance climat, c'est comment on fait, en tout cas pour les pays en développement, comment on fait pour financer les activités d'adaptation, comment on s'adapte au changement climatique et d'atténuation, comment atténuer les effets du changement climatique. Donc, attirer ces ressources-là, on est très loin d'avoir le financement nécessaire et le fonds vert pour le climat pour lequel je travaille est l'un des instruments qui permettent d'avoir ces fonds-là, notamment en faisant du fundraising auprès des pays développés pour ensuite financer les activités d'adaptation surtout, mais aussi d'atténuation dans les pays en développement. Ça doit quand même être très passionnant parce que c'est un métier qui est dans le réel, je pense. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que est-ce que le réchauffement climatique, c'est pas une invention, est-ce que c'est réel? Mais je pense quand même que voilà, pour l'avoir un peu vu ces dernières années, il y a quand même des impacts qu'on peut commencer à observer dès maintenant. Je pense que pour certains ont le luxe de se poser la question de savoir si c'est vrai ou pas. D'autres, non. Nous, dans nos pays en développement, on n'a pas ce luxe-là. On sait qu'il arrive. Quand tu vas au Mali, au Sénégal ou ailleurs, on voit les sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes, on voit les cycles de pluie qui sont de plus en plus irréguliers. Quand tu vas dans le nord du Sénégal, il y a des parties qui sont quasiment devenues invivables déjà à cause de l'avancée de la mer. Donc on a déjà ces impacts-là. Certaines îles dans le Pacifique sont menacées de disparition sous très court terme. On parle de dizaines d'années, de 50 ans ou plus tard, ces îles-là n'existeront plus. Donc, on n'a pas tous le luxe de se dire est-ce qu'il existe ou pas. On sait que c'est le temps de l'action. Donc, c'est un métier qui est effectivement ancré dans le réel. Le fond est assez important, mais il faut aussi relativiser l'impact. Enfin, notre objectif, c'est d'avoir l'impact le plus important possible. Mais mais ça reste quand même pas une goutte d'eau, mais c'est peut-être une bassine dans l'océan. Ce n'est pas ce qui va permettre de régler le changement climatique. On essaie de faire d'avoir l'impact le plus grand possible, mais l'impact, il dépend aussi beaucoup des régulations des États et de combien d'efforts les États, notamment les plus industrialisés et les plus grands émetteurs, sont prêts à faire pour réduire leurs émissions. Donc nous, on fait notre mieux de notre côté, surtout pour accompagner les pays les plus fragiles, les États africains, les pays qu'on appelle LDC, les pays les moins avancés, ou PMA, et les pays qu'on appelle Small Island Development States, SIDS, donc les États insulaires en développement. Donc c'est surtout ceux-là qui sont visés par le fonds, et nos projets, quoi qu'on en dise, ont un impact très tangible dans ces pays-là. Et toi, au sein de ce fonds, justement, qu'est-ce que tu fais et comment tu as intégré, comme tu l'as dit, en tant que stagiaire et maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de dire contractuel, titulaire, qu'est-ce qui change, qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc moi, je suis entré dans ce fonds en tant que stagiaire au sein d'une équipe qui est en charge de ce qu'on appelle l'accréditation et de la gestion des partenariats, disons. L'accréditation, pourquoi? Donc nous sommes un fonds, mais nous n'implémentons pas nos projets nous-mêmes sur le terrain. Donc on a un réseau de partenaires.
qu'on appelle les entités accréditées. Pour le moment, on en a 120 aujourd'hui. Et ces 120 entités accréditées reçoivent des financements du JCF, du fonds, qu'ils peuvent avoir avec du cofinancement de leur part, de leur gouvernement, etc. Et après, ils vont faire les projets sur le terrain. Pour devenir une entité accréditée au fond, il y a tout un processus parce que nous avons des standards quand même assez élevés en termes de respect de l'environnement, de genre, de gestion fiduciaire, donc tout ce qui est audit, procurement, tout ça. Il y a pas mal de politiques. Et nous, notre travail dans mon équipe, c'est de discuter avec toutes les entités qui sont intéressées à être accréditées au fond, de voir quelles sont leurs politiques, quels sont les projets qu'ils ont fait dans le passé, pour voir s'ils sont en alignement avec les objectifs du fonds déjà, et si leurs politiques et leurs pratiques leur permettront de pouvoir répondre aux obligations et aux exigences du fonds. Ça, c'est la première partie du travail. Donc, une fois que nous avons fait cette évaluation-là, qui peut prendre quand même un peu de temps, on propose avec un panel indépendant d'experts ces organisations-là à notre conseil exécutif, qui lui prend la décision d'accréditer ces organisations. Donc, l'organisation est accréditée, ils peuvent commencer à travailler avec le fonds. C'est là que commence la deuxième partie de notre travail, qui est de négocier le contrat, qui va définir la relation générale entre nous-mêmes, le GCF et cette organisation-là. Et la troisième partie, disons, c'est de pouvoir faire la gestion au niveau corporate des relations entre nos deux organisations. Il s'agit de programmer sur les 5 prochaines années quels seront les domaines dans lesquels on va être concentré avec une telle organisation, quels seront les projets qu'ils veulent faire avec nous. Donc, tout ce qui est gestion de relations. Donc, voilà l'équipe dans laquelle moi je travaille. J'ai commencé en tant que stagiaire dans cette équipe en 2020, juillet 2020. Mon stage était de 6 mois d'abord, donc j'ai fait mes 6 mois et au bout des 6 mois, j'ai été prolongé en tant que stagiaire. Euh, et au bout de 3 mois, dans mon deuxième cycle de stage, je suis passé consultant. C'est-à-dire que j'ai eu plus de responsabilités et aussi un peu plus focus, disons, parce que quand tu es stagiaire, tu fais un peu de tout, parce que tu dois apprendre, tu dois savoir, tu dois savoir tout ce que fait l'équipe. Et ça, c'est très important en tant que stagiaire. Je pense qu'il faut essayer d'être aussi occupé qu'on peut et d'avoir autant de boulot qu'on peut, comme ça, être exposé à différentes tâches. Et quand on passe consultant, là, c'est un peu plus sur des tâches spécifiques sur lesquelles on doit travailler. Moi, je travaillais beaucoup sur l'aspect data management, parce qu'on a beaucoup de partenaires, évidemment, donc il faut connaître ces partenaires-là, quelles sont les capacités qu'ils ont, quels sont les types de projets qu'ils font, quels sont les domaines dans lesquels ils travaillent, tout ça, tout ça. Et aussi dans l'aspect un peu légal, négociation des contrats, puisque j'ai fait des études en partie de droit international, ça m'aidait un peu à participer à ça. C'était ça ma question justement. Je voulais savoir, je me dis bon, finalement, c'est pas très loin de ta formation initiale en droit international. Entre ce que tu as appris à Sciences Po et aussi avec ton deuxième master, je pense que aujourd'hui, tu as l'opportunité de les utiliser au quotidien. En partie quand même, en partie. Surtout les méthodes, disons. C'est surtout les méthodes plus que le contenu. Parce que moi, j'ai fait des études de droit international public, d'administration internationale. La partie administration internationale m'aide beaucoup quand même dans mon travail. La partie relations internationales, elle est utile aussi pour comprendre le contexte, pour comprendre les dynamiques au niveau de notre conseil exécutif qui est quand même assez politisé, disons. Ça aide pas mal dans la vie de tous les jours avec le travail, mais ce n'est pas forcément ce que j'utilise le plus dans mon travail. J'utilise beaucoup des aspects que j'ai pas forcément étudiés. Moi, la finance, c'était pas le domaine que j'ai étudié quand même, mais j'ai beaucoup appris en travaillant dans ces organisations-là. Data management, tout ce qui est données, c'était pas forcément non plus ce que j'ai fait dans mes études, même si bon, j'en ai fait un peu avec la recherche. Euh, mais j'ai dû développer ces compétences-là parce que c'est très important dans ce que je fais dans la vie de tous les jours et tout l'aspect relationnel, quoi. Donc, les méthodes, certainement, notamment la recherche que j'ai apprise à Sciences Po, le fait de pouvoir collecter des données de plusieurs sources différentes et de pouvoir présenter une organisation de façon succincte à notre management pour qu'ils puissent avoir une idée de est-ce que c'est une organisation qui fait sens pour nous en tant que partenaire ou pas. Ça, c'est très utile. Après, beaucoup de choses que j'ai apprises aussi ne sont pas forcément utilisées dans ce que je fais. Mais bon, comme je dis toujours, moi, c'est à l'université où quand on apprend, ce n'est pas forcément juste dans un aspect utilitariste, mais on apprend aussi pour le plaisir. Donc,
On apprend des choses qui ne vont pas servir après, mais c'est bien. C'est toujours ça, justement. Ok. Donc là, aujourd'hui, effectivement, vous travaillez sur ces types de projets. Alors, quelqu'un euh, qui se poserait des questions aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens, notamment ceux qui commencent, qui se posent des questions sur les débouchés, quant aux filières un peu littéraires ou non scientifiques, surtout dans le monde où aujourd'hui on parle d'IA, d'intelligence artificielle, de cybersécurité. Euh, Quel est justement le conseil à donner à ces personnes-là qui veulent quand même rester assez transverses euh, et qui veulent aussi avoir leur chance dans des organisations internationales, par exemple? Enfin, il y a beaucoup d'opportunités. Je pense que c'est un domaine, enfin, c'est très large, hein. Moi, quand je parle du Fonds vert pour le climat pour lequel je travaille, Euh, il y a des profils comme le mien qui ont fait plus des études juridiques ou de relations internationales. Il y en a quand même pas mal, parce qu'il y a des équipes qui sont en charge des partenariats, il y a des équipes qui sont en charge de l'engagement avec nos partenaires, disons les États, d'autres avec les entités accréditées. Tous ces profils-là sont assez généralistes au final. Il y a des équipes qui sont plus spécialisées dans la finance, dans le secteur privé. Il y a des équipes qui sont plus spécialisées dans les différents domaine du changement climatique, disons, les projets en relation avec les forêts, avec l'agriculture, avec l'eau. Donc, il y a des profils très, très divers. Donc, si votre objectif, c'est les organisations internationales, moi, je dis, quelles que soient vos études, vous pouvez travailler dans les organisations internationales. Parce qu'une organisation a besoin de tout. Elle a besoin d'informaticiens, elle a besoin de spécialistes de passation des marchés, elle a besoin d'avocats, elle a besoin de banquiers, elle a besoin de tout. Après, pour les études, disons, non scientifiques, comme moi qui fais une prépa littéraire, puis Sciences Po, puis du droit, euh, il faut être généraliste, ça aide. Avoir c'est pour ça que je parlais plus de méthode que de contenu. Avoir la méthode, c'est la recherche, pouvoir collecter des données, savoir présenter une histoire, une story, comme on dit sur quelque chose, c'est toujours hyper utile, mais il faut gagner en compétences. Il faut avoir des compétences un peu plus spécifiques. Comme moi, je parlais de la finance ou de data management ou des outils plus concrets, disons Excel, Tableau, Stata, tout ça, c'est des choses euh, qu'on n'apprend pas, mais qui sont utiles à tout le monde. Hein. Que tu sois littéraire, que tu sois scientifique, tu dois apprendre à maîtriser certains outils. Et il faut essayer de gagner en compétences au sein de l'organisation dans laquelle tu es. Moi, la finance verte, j'y connaissais rien du tout au moment de joindre le fond. Le fait d'être au fond m'a permis d'y être exposé à un certain niveau, en parlant à des collègues, en participant à des réunions, en lisant des documents. Mais après, j'ai commencé à prendre des formations aussi. Donc, il faut essayer de continuer à gagner en compétences et de définir un peu plus son profil au fur et à mesure de sa carrière. C'est très intéressant parce que j'avais fait comment dire, un épisode rapide sur justement s'il est intéressant d'être généraliste ou spécialiste. Et là, ça ressort un peu dans ton discours. Il y a quelques traits, notamment le fait de dire qu'au départ, il est plus intéressant d'être souvent généraliste. Et surtout, aujourd'hui, même un spécialiste se doit d'être un peu généraliste à son tour parce que on est dans un monde où même si demain on va aller chercher une compétence spécialisée, par exemple dans le juridique ou bien dans les partenariats ou bien peu importe dans le droit international, euh, à un moment ça sera toujours appliqué à un domaine souvent, ou bien il y aura besoin d'une compétence que j'appelle souvent outil, par exemple l'informatique ou les data, qui sont indispensables maintenant pour pouvoir exercer son domaine ou même sa spécialité. Donc finalement, la notion d'être généraliste, ça sert, mais il faut pas non plus effectivement être trop généraliste, quitte à ne pas avoir de connaissances assez pointues. Donc ce que j'appelle, c'est être un spécialisé dans un domaine et ensuite avoir des compétences transverses qu'on va aller acquérir au fur et à mesure en fonction de son expérience, en fonction justement de l'entreprise dans laquelle on travaille, mais aussi de la trajectoire. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi et pour rajouter un peu à ça, je dirais il faut être vraiment intéressé par l'organisation dans laquelle on travaille de façon générale. Comme je disais, on peut travailler dans une organisation internationale, quelles que soient les études, parce qu'on a besoin de tout. Mais c'est pas parce qu'on est un spécialiste du secteur privé ou des partenariats ou un avocat au sein de l'organisation qu'on doit se limiter à ce que son unité ou son département fait. Je pense que ce qui donne vraiment de la valeur à un profil au sein de l'organisation, c'est de pouvoir représenter l'organisation, c'est de pouvoir
parler au nom de l'organisation, c'est-à-dire avoir une connaissance au moins générale de tout ce qui se fait au sein de l'organisation. Je pouvoir dire, nous, le GCF, le Fonds Vert, parce que quand moi je parle à des partenaires, ils ne me regardent pas en tant que spécialistes de l'accréditation ou des relations, tout ça. Ils disent, voilà, ça c'est le GCF. Donc ils vont poser des questions du genre, quels sont les types de projets que vous attendez, quels sont les domaines de priorité, quels sont vos taux de concessionnalité quand il s'agit des prêts, quels sont les instruments financiers privilégiés, toutes ces questions-là qui sont pas forcément mon domaine, mais je dois être prêt à pouvoir y répondre. Donc, il faut vraiment s'intéresser à ce que se fait l'organisation, parler aux autres collègues qui sont dans d'autres unités, lire les documents quand il y a des conseils exécutifs, et vraiment pouvoir parler au nom de l'organisation. Et c'est ça qui permet aussi d'apprendre, parce que finalement, on se retrouve à parler de secteurs dans lesquels on n'a pas fait d'études, mais auxquels on a été exposé à travers le travail. Alors, donc, je reviens un peu sur ton quotidien. Donc là, actuellement, tu es basé en Corée. Alors, je sais que tu travailles au sein d'une organisation internationale où justement tu as au quotidien des profils qui viennent à peu près de partout dans le monde. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact au quotidien dans ton fonctionnement? Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Et surtout, qu'est-ce que toi tu en tires en termes de croissance de carrière? C'est une bonne question. Effectivement, moi, je suis en Corée du Sud. Il y a une double exposition. Déjà, il y a l'exposition à la culture coréenne et à la Corée de façon générale, qui est un monde tout à fait différent du Sénégal ou du Mali, et même de la France où on a fait nos études. Donc ça, c'est une richesse en plus. On apprend beaucoup de choses. On apprend d'autres façons de voir le monde. On apprend d'autres façons de fonctionner. C'est un pays, par exemple, hyper organisé où les choses sont relativement faciles parce qu'elles sont si organisées. On apprend pas mal de choses et il y a l'exposition au monde d'une organisation internationale. Donc, le GCF, il y a des gens de partout. Il y a d'autres Africains, évidemment. Il y a des Européens, il y a beaucoup de Coréens, il y a d'autres Asiatiques, il y a des Américains, des gens des îles du Pacifique. Il y a vraiment de partout. Et il y a cette notion-là de créer une culture d'organisation, une culture d'entreprise avec ces différents bouts qui viennent un peu de partout. Ce qu'on en apprend, c'est que déjà, quoi qu'il en soit, quelles que soient vos diversités, quels que soient les différents profils, au final, l'objectif, c'est de deliver. Tu dois donner des résultats. Ça, c'est le début, quoi. Donc, quoi qu'on dise, d'où que tu viennes, quelles que soient tes méthodes de travail, etc., il faut produire des résultats sur ce qu'on te demande de faire. Et aussi, après, c'est très utile en termes de méthode. On apprend beaucoup de choses. Et en termes de profil, moi, quand je suis venu ici, bon, je suis toujours quelqu'un d'assez junior dans l'organisation et j'ai commencé ici. Je vois des collègues qui ont fait 15, 20 ans, 25 ans de carrière dans des organisations internationales. C'est très utile de leur parler, de savoir ce qu'ils ont fait, quelles études ils ont faites, par où ils sont passés, quels sont les choix qu'ils ont dû avoir à faire et qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix quand ils ont été exposés aux mêmes choix que moi je devais faire. Par exemple, je sais pas, prolonger mon stage ou partir, signer le contrat de consultant ou non. Est-ce qu'il faut attendre un poste de staff ici ou en chercher ailleurs dans une autre ailleurs? C'est beaucoup de questions qu'on se pose. Et tous ces collègues-là sont passés par là, en tout cas pour la plupart, et c'est très utile de pouvoir discuter avec eux ou même de juste regarder leur profil et ce qu'ils ont fait. Et en général, je trouve que les gens sont très bienveillants, donc il ne faut pas hésiter à aller vers eux et à poser des questions très claires et nettes sur la carrière. Très bien. Justement, ça fait un peu écho à un point que j'évoque souvent, c'est autour du mentorat. Et je pense que c'est quand même assez important de se faire accompagner et que ça soit un mentorat direct ou indirect, un peu comme tu l'as dit, indirect dans le sens où on peut regarder des personnes vraiment à distance via LinkedIn ou bien leur parler d'une façon assez peu ponctuelle, mais au moins essayer d'avoir pour chaque interaction ou chaque observation des insights qu'on peut réutiliser. Donc je pense quand même que le fait de se projeter, de voir quelqu'un qui a quelques années d'expérience de plus que soi, voir sa carrière, comment ça a tourné, quels sont les points forts, les points faibles de cette personne. Je pense que ça peut être aussi un point assez intéressant à intégrer dès le début
pour éviter de faire certaines erreurs. Absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord et surtout quand on commence en tant que jeune stagiaire, en tant que consultant ou en tant que junior dans une entreprise, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions. Je pense qu'il y a un peu d'appréhension. On se dit ah peut-être qu'ils vont penser ceci ou cela, mais non. En fait, ces gens-là ont été des juniors comme nous. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec ma boss, ma première manager qui m'a beaucoup aidé, qui était très bienveillante, qui m'a permis d'être exposé à beaucoup d'aspects du travail, mais moi, j'étais très honnête avec elle quand on parlait de carrière. C'est mon manager et c'est pas toujours évident d'être transparent avec son manager lorsqu'il s'agit de plan de carrière, mais moi, quand j'avais des doutes, je lui disais, je sais pas, je pense à telle organisation, je pense à ceci, je pense à cela. Et elle a toujours été très utile pour m'indiquer s'il y avait des possibilités au sein de cette organisation-là ou s'il fallait voir ailleurs. Mais de toute façon, ce qui est plus important, c'est d'avoir ces discussions-là de façon honnête. Pas forcément avec son manager. Si ça s'y porte, oui. Sinon, avec d'autres aussi. Mais on peut avoir ces conseils-là qui sont toujours très utiles, qui vous orientent. Je pense qu'à ce niveau de notre carrière, surtout quand on est jeune et qu'on vient de commencer, le plus important, c'est d'être exposé à différents profils, à différentes tâches et de pouvoir aussi décider de ce qu'on veut faire, parce qu'on peut se spécialiser au fur et à mesure ou s'orienter. On peut toujours donner une orientation différente à nos carrières. Je pense que c'est beaucoup trop tôt dans nos carrières pour se dire qu'on est figé dans tel ou tel rôle. Donc, parler à des gens avec des profils différents, c'est vraiment très utile, parce qu'ils peuvent te permettre de trouver une inspiration, de penser à une organisation ou à un rôle auquel tu n'as jamais pensé auparavant. Et parce que tu es jeune et parce que tu as encore la possibilité de te former, tu peux carrément donner un virage à ta carrière et aller vers autre chose. Alors, l'avant-dernière question. C'est quoi ta définition de l'ambition? Excellente question. Je, je ne définirais pas l'ambition un peu comme une folie des grandeurs où on se dit, alors moi je veux être président, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà. Bon, après ça peut être une ambition aussi, hein, mais pour moi l'ambition c'est plutôt de se fixer des objectifs, quels qu'ils soient. Pour certains c'est de monter en grade au sein de l'organisation. Pour d'autres c'est de servir dans tel ou tel rôle. Pour d'autres c'est de rentrer chez soi et d'avoir sa petite maison tranquille. Quel que soit l'objectif qu'on se fixe dans la vie, c'est de s'y tenir, c'est de se dire, voilà mon objectif. Après, il y a plusieurs routes pour y aller, mais moi, voilà ce que je veux faire et je vais me donner les moyens pour. Donc, je vais travailler pour, évidemment. Je vais me former pour y arriver. Mais pour moi, c'est ça l'ambition. Si l'ambition, enfin, le management, par exemple, qui est un peu vu comme une finalité souvent dans beaucoup d'organisations ou dans beaucoup de profils, c'est pas fait pour tout le monde. Pour certains, ils veulent être spécialistes dans un domaine, mais pas forcément un manager. Euh, Ça, c'est l'ambition aussi. Si l'ambition, c'est d'être le secrétaire général d'une organisation, c'est une ambition. Mais dans tout, quoi qu'il en soit, c'est de pouvoir se fixer des objectifs à court, moyen et long terme et de pouvoir se donner des moyens pour y arriver. Pour moi, c'est ça l'ambition. Ok, donc la dernière. Alors, maintenant, comment j'essaye d'être consistant au quotidien dans la réalisation de mes objectifs? Est-ce qu'il y a des tips ou des choses qui peuvent aider quelqu'un pour être consistant dans la réalisation de ses objectifs? Je peux parler assez personnellement, moi j'aime bien faire des to-do list, des notes. J'ai plein de notes tout le temps. J'ai plein de plans, j'ai des plans journaliers, ouais, j'ai des sticky notes un peu partout. J'ai j'ai des plans journaliers qui peuvent être assez détaillés. Je me dis, ouais, à 7 heures je me réveille, je fais ceci. J'ai des plans de la semaine, j'ai des listes de choses que je veux faire sur les 6 mois, 1 an, 5 ans, etc. Après, ça c'est quelque chose. L'autre chose, c'est d'être indulgent avec soi-même et d'être flexible. Moi, quand je m'écris une liste de choses à faire pour 2024, c'est pas que je me dis je l'ai fait ou je meurs. Donc, il faut être réaliste. Si je commence et que je me dis, ok, bon, là, c'était un peu trop irréaliste, je réajuste. Et si j'ai autre chose qui vient et qui s'ajoute, je l'ajoute aussi. Donc, il faut un peu de flexibilité, mais il faut toujours avoir un cap, à mon avis. Et quand on parle du journalier, du day-to-day, il faut vraiment, pour moi, avoir une to-do list. Si le matin, je me réveille et que j'ai pas... moi, j'ai toujours mon document où j'ai vraiment ce que je dois faire dans la journée. Après, des fois, bon, j'essaie toujours de finir tout ce qu'il y a dedans, mais très souvent,
c'est beaucoup trop ambitieux. Donc j'en fais le maximum et les autres, je les mets sur la prochaine journée. Mais j'ai ma liste. Je me réveille pas juste comme ça et je vais au boulot et je viens et je fais ce qui me tombe dessus. Tu vois. Et c'est comme ça dans tous les domaines de la vie, je pense. Il faut se fixer un cap, il faut se dire, voilà, moi dans 2 ans, je veux être dans telle organisation. Pour le moment, c'est elle que je vise. Je veux être dans tel rôle au sein de cette organisation-là. Au bout de 2 ans, moi, je veux avoir réalisé telle chose dans l'aspect personnel. Donc, avoir ce cap-là, je pense que c'est l'élément le plus essentiel pour ne pas se perdre et pour ne pas voilà, pour rester fidèle à ses ambitions, si je peux le dire. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup. En tout cas, merci vraiment pour ce partage d'expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de choses effectivement à en tirer. Il y a des éléments qui sont propres aux méthodes, aux façons de travailler. Il y a aussi des éléments qui peuvent aller au-delà même de cette interview sur les impacts de ton métier au quotidien, notamment sur l'aspect climat. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les actions en cours? Et surtout, je pense que au quotidien, vous êtes sur des métiers qui ont de l'impact. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez quand même assez valorisant, assez motivant au-delà de l'aspect job au quotidien. Et il y a aussi ce que moi je retiens de cette interview, c'est que il faut pas forcément être très rigide au changement, mais il faut aussi surtout se dire bon, demain je vais être à tel niveau et pour y être, donc je me fixe des objectifs, quitte à ce que je puisse être justement en capacité de les atteindre à un timing fixe. Mais dans le cas contraire, tant que je suis sur la même voie, je reste assez indulgent et je me donne des moyens de monitoring pour pouvoir y arriver. Moi, je pense que c'est quand même assez intéressant. C'est pas que l'aspect Sciences Po. Pour le coup, je vais être assez terre à terre. Donc, tu es allé au-delà de l'aspect Sciences Po, nous sortir les bons mots, nous convaincre. Mais là, on est sur du concret. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que qui te caractérise personnellement. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview et donc je te laisse le mot de la fin. Ah, merci beaucoup à toi, Seydou, et je pense que la flexibilité, comme tu l'as mentionné, malgré le fait qu'il faille avoir un cap, c'est très important, surtout quand on veut travailler dans les organisations internationales. Il y a la flexibilité en termes géographiques même. Hein. Enfin, moi, je me retrouve en Corée, j'avais pas prévu de travailler ici, et pourtant j'y suis et ça se passe bien. Demain, je pourrais me retrouver ailleurs, je ne sais pas. Donc, il y a cette flexibilité-là. Ce sont des organisations qui sont très dynamiques parce que elles sont aussi sujettes à des considérations politiques. Si les priorités changent au niveau mondial, on est impacté. Au niveau du financement, je te donne un exemple concret, avec la guerre en Ukraine, avec les crises, c'est beaucoup plus compliqué de lever des fonds. Donc, il faut réajuster les plans. Donc, il y a beaucoup de flexibilité qui est demandée à tous les niveaux pour travailler dans ces organisations-là. Aussi, je vais ajouter un dernier conseil ou élément, effectivement, surtout pour nos compatriotes et nos amis francophones. Il faut travailler sur l'anglais. Si vous voulez travailler internationalement, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Le français, c'est très bien. Moi, ça m'aide dans ma vie de tous les jours d'avoir cette corde-là à mon arc. Je, beaucoup de collègues, des fois, doivent parler avec des partenaires qui parlent que français. Donc, ils font appel à moi ou il y a des documents français. Donc, c'est bien d'avoir le français, hein, c'est très, très bien. Mais seul, ça ne suffit pas. Donc, travaillez sur l'anglais et soyez flexible et ouvert d'esprit. Allez-y. Merci beaucoup. Merci à toi, Cédou.